Si ces dirigeants, plutôt que de chercher à contrôler leur ligne budgétaire à la journée près, faisaient confiance à leur équipe. Mon MVP, il est à 600 000 euros, alors mon budget, c'est 600 000 euros. Non, c'est pas vrai. Les 600 000 euros, c'est ce qui est censé permettre de sortir la première version qui va permettre de voir si le produit est commercialisable. Mais ce qu'on a sorti à la fin, c'était pas ce qui était prévu au départ, mais c'est ce qu'attendaient les clients. Quand on est à dire que telle personne va travailler sur telle ligne projet en septembre 2022, je sais pas très bien où est l'agilité. Bonjour à tous pour ce nouveau moment agile avec Olivier Comte d'Action Agile. La question du jour est fondamentale et est souvent l'un des points qui suscite le plus de débats lorsqu'on veut mettre en place l'agilité dans une organisation. Olivier, peux-tu nous expliquer comment peut-on gérer un budget en agile ? Bonjour à tous, salut Gérald. C'est une grande question que tu me poses là. En réalité, il y a une réponse qui est assez simple, mais je constate malheureusement que bien peu de personnes se posent la question déjà, et que malheureusement ça reste très mal géré dans les entreprises. Alors, comment ça se gère déjà ? Ça, je pense que c'est la première question. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déterminer à l'avance la quantité de travail qu'on a à faire sur un produit donné. Comme ça, tu détermines la taille de ton équipe, ce qui te permet de fixer un budget. Donc, je te dis n'importe quoi. Si tu as 100 000 euros par mois pour faire fonctionner ta ou tes équipes, et ben tu vas fixer ce budget de 100 000 euros par mois sur la durée qui te semble nécessaire, soit pour atteindre le MVP, soit pour aller jusqu'à un certain stade de développement de ton produit. Okay. Quand tu fais ça, il faut quand même accepter que tu ne sauras pas à l'avance, et ça c'est difficile à faire passer en général, que tu ne sauras pas à l'avance exactement ce que tu vas délivrer au bout de 500 000 ou d'1 million d'euros. Ça veut pas dire que tu vas rien délivrer, bien sûr, hein, mais ce que tu vas délivrer, ça va changer au fil de l'eau. Et ça fait partie des grandes difficultés, c'est que faut que les gens à qui t'expliquent ça, ils aient confiance en fait dans les équipes et dans leur capacité de réalisation, ce qui n'est pas toujours le cas dans les entreprises, loin de là. Donc c'est un grand problème. Ce qu'on voit beaucoup, c'est de la gestion budgétaire à l'ancienne. Et je vais un peu le détailler avec un fonctionnement agile dans les équipes, et je vais prendre l'exemple de ma mission actuelle chez Allianz, qui est exactement le cas. Ils sont dans une situation où Allianz, c'est une boîte allemande, et l'entreprise allemande, enfin le groupe, est en train de restreindre le budget de la France, qui avait une gestion budgétaire un peu à la one again, tu vois. Et du coup, pour arriver à avoir une gestion budgétaire plus saine, les différents dirigeants et managers d'Allianz France, ils font ce qu'on leur a appris à l'école. Et donc, ils vont demander des budgets de plus en plus détaillés. Et donc, je te donne un exemple concret qu'on a vécu il y a pas longtemps. C'est qu'on a demandé à des équipes de créer tout leur budget 2022 en détaillant projet par projet, sachant que c'est des équipes qui ont une trentaine de projets faciles, et en disant qui va bosser par mois et par jour sur chacun des projets. Alors, ils ont fait l'exercice, ça leur a pris un temps considérable. Déjà, ma première remarque, c'est que quand on est à dire que telle personne va travailler sur telle ligne projet en septembre 2022, je sais pas très bien où est l'agilité. Mais on a fait un exercice très intéressant chez Allianz. On a une communauté de pratique avec les Scrum Masters, il y en a 90. Et on a parlé justement de cette gestion budgétaire et de ce qui se passait au final. Et en fait, le retour des Scrum Masters a été de dire, comme en réalité, on n'est pas capable de dire ce qui va se passer sur l'ensemble de l'année, en tout cas pas à ce niveau de détail, on va créer un budget prévisionnel sur l'ensemble de l'année, ils vont attribuer tout le monde, et puis tu vois, une fois que c'est fait, c'est très compliqué à modifier. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un outil pour saisir leur temps qui va calculer du coup le budget derrière. Eux, ce qu'ils font au cours de l'année, c'est qu'ils vont saisir un temps qui correspond au budget qui a été défini en début d'année, mais qui n'a en fait aucun rapport avec leur activité opérationnelle. Alors si tu veux, c'est complètement schizophrène cette façon de fonctionner, parce que toute l'entreprise est en train de s'exciter sur la construction budgétaire 2022. Ils sont en train de casser la tête à tout le monde dans les équipes à demander des budgets hyper précis qui mettent des jours et des jours à être construits. Tout ça pour obtenir, au final, un budget qui n'a aucune vérité opérationnelle. Ça amène les équipes à mentir sur ce qu'ils font. Et c'est là qu'on est quand même dans un truc qui est complètement ubuesque, parce que tu as des équipes qui sont de bonne composition, qui veulent faire le bien de l'entreprise, et donc ils prennent eux-mêmes la décision de faire au quotidien quelque chose qui ne sera pas ce qui va être remonté budgétairement. Alors au final,
tout le monde est content parce que les dirigeants ils arrivent en disant bah oui regardez on a notre budget c'est génial machin Et c'est à jour. et les équipes font complètement autre chose. Ce qui est hallucinant et ça montre qu'on a deux mondes en fait. Il y a un monde de la direction quelque part qui voit une certaine photo de ce qui est fait dans l'entreprise et puis t'as la réalité terrain où la photo est complètement différente. Ils travaillent sur des sujets différents et c'est bien ça qui me dérange dans les organisations pyramidales, c'est que en fait ta pyramide elle se divise à certains niveaux et la vision des gens qui sont sur la partie haute de la pyramide et ceux qui est en bas, et ben c'est pas la même quoi. Et ces gens-là vivent dans des mondes différents et les dirigeants, de ce fait, vivent dans un monde qui est fictif. Sauf que ça a vachement d'implications parce que du coup ils vont prendre des décisions sur ces bases-là et on voit pas comment ces décisions pourraient être bonnes étant donné qu'ils le font sur la base d'informations qui sont pas correctes. Mon avis c'est que si ces dirigeants, plutôt que de chercher à contrôler leur ligne budgétaire à la journée près, faisaient confiance à leur équipe dans leur capacité à délivrer ce qui est vraiment nécessaire, bah déjà d'une part ça prendrait beaucoup moins de temps, et puis ça éviterait de demander à des Scrum Masters de passer des semaines entières à construire des budgets, ce qui est pas leur métier. Et du coup, ces Scrum Masters aujourd'hui, ils se retrouvent dans une position où c'est des PMO en fait, si tu veux. Ouais. Tu vois, ils font des budgets alors qu'ils sont pas venus là pour ça, quoi. Et du coup, ça fait qu'on fait perdre du sens à ce que font ces gens-là, alors qu'il y aurait des moyens beaucoup plus simples. Mais ces moyens beaucoup plus simples, pour les obtenir, il faut accepter de faire confiance aux gens. Ok. Et se dire, ok, là, potentiellement, on va dépasser ce qu'on avait prévu, ou il faut une rallonge pour atteindre le fameux MVP qu'on avait en tête. Bah, si tu l'as bien construit, c'est pas censé arriver, en fait. Tu vois, j'ai plusieurs exemples en tête pour ça, sur des produits que j'ai lancés chez Mediapost et chez 24 Sèvres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un budget prévisionnel qui a été construit sur la base d'un backlog d'EPIC. Et chaque EPIC a été macro-estimé. En fonction de toutes ces estimations, on s'est donné une taille d'équipe à construire et donc le budget global. Donc sur l'exemple de Mediapost, on avait donné un budget, là pareil je vais prendre des chiffres indicatifs, disons 1 million d'euros, et tu avais un budget de MVP, qui lui était donc la base à construire pour arriver à lancer le produit, qui était autour de quelque chose comme 600 000 euros. Ce qui s'est passé au fil du projet, c'est que tout ça a évolué, bien sûr. Le projet est sorti dans les 1 million d'euros, mais par contre, le contenu de ce qui est sorti, lui, il a changé, quoi. Bien sûr. Mais ce qu'on a sorti à la fin, alors certes, c'était pas ce qui était forcément prévu au départ, et c'était pareil chez 24 Sèvres. C'était pas ce qui était prévu au départ, mais c'est ce qu'attendaient les clients. Parce qu'on s'est adapté en fonction de la réponse qu'on a eu des clients. Tu vois, chez 24 Sèvres, par exemple, avant de lancer le site, on a fait une version bêta. Et le site, on l'a adapté à la version bêta. On avait également des marques qui travaillaient avec nous. Ce qu'on devait faire au début avec les marques en question a changé au fil de l'eau parce que les marques avaient une politique particulière qui nous obligeait à changer notre fusil d'épaule. Ok, tout ça a changé, ce qui fait que le travail avec cette marque a coûté plus cher que prévu. Mais là, il y a deux choses. Tu vois, on va prendre cet exemple précis, par exemple. La marque arrive et tu vois que finalement, le travail que tu vas faire avec la marque, tu peux pas le faire tel que c'est prévu parce qu'ils ont une politique qui ne le permet pas. Bah là, c'est à toi de voir, en fait. Et c'est là, ce qui va rentrer en jeu, c'est la priorisation de ton backlog. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir notre product manager, on a discuté avec lui, on lui a expliqué la problématique. Et après, c'est à lui de prendre la décision. Alors déjà, est-ce qu'on va chercher plus de budget? Parce que ça peut être une possibilité, tu vois. Si t'as pas plus de budget, l'autre possibilité, c'est de dire, bah, ça coûte plus cher, donc ça veut dire que j'enlève d'autres fonctionnalités au profit de celle-là. Mais c'est ça toute la beauté, j'ai envie de dire, de l'agile, c'est que comme tu vas partir sur une enveloppe et que le contenu de ton enveloppe, il est amené à changer, et ben, ça fait que, en fait, dans la plupart des cas, tu finis ton produit dans les délais et dans le budget, mais par contre, ça sera pas ce que tu avais prévu au départ. Voilà. Tant que tu as en tout cas d'avoir en tête que au moins d'avoir quelque chose qui fonctionne, donc fameux MVP au minimum pour une date donnée, quoi. Ouais, c'est ça. Là où ça peut devenir compliqué, c'est quand ton budget au final se retrouve réduit au MVP. Parce que ton MVP, peut-être que tu vas avoir des difficultés à le sortir. Mais j'ai envie de dire, si tu es dans cette situation, c'est que tu as deux problèmes. Le premier problème, c'est que ton produit, un MVP, c'est pas le produit. C'est la première version du produit. Mais normalement, t'en as d'autres derrière. Si ton produit, c'est le MVP, il faut se poser la question de savoir si le MVP est un vrai MVP. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, si t'as que le MVP, ça veut dire que t'as plus rien derrière. Donc, en fait, quel est le produit? Est-ce qu'il existe vraiment? Je pense que c'est une vraie question.
Malgré tout, si ça arrive, peut-être qu'après il faut aussi changer le contenu du backlog qui est dans le MVP. Enfin, tu vois, dans ton MVP comme dans n'importe quel produit, t'as des epics ou des user stories qui vont coûter plus cher. T'en as sûrement d'autres qui vont coûter moins cher. À un moment, c'est une question d'équilibre. Et là, c'est tout le rôle du product owner que de gérer cet équilibre. Mais par contre, je continue de dire et je persiste. Il faut arrêter, parce que ça, je le vois partout, de se dire, je vais sortir un produit. Mon MVP, il est à 600 000 euros, alors mon budget, c'est 600 000 euros. Non, c'est pas vrai. Les 600 000 euros, c'est ce qui est censé permettre de sortir la première version qui va permettre de voir si le produit est commercialisable. Mais si t'as rien derrière, je sais pas si ton produit il a une véritable vie en fait. J'espère que c'est plus clair pour vous aujourd'hui en tout cas. Merci beaucoup Olivier et à très vite. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme préférée pour qu'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.